Salut, petite, qu'est-ce que tu fais là? La voix a rapidement traversé l'air comme un couteau. Elle avait une colère qui ne correspondait pas à la situation. Julie s'est retournée, sans comprendre, tenant toujours le ballon près de son corps. Elle a vu deux policiers sortir de la voiture. Leurs visages ont tout changé dans l'après-midi. Le premier était un homme grand et mince. Il avait une moustache blanche et de petits yeux. Ses yeux semblaient toujours vouloir trouver des problèmes là où il n'y en avait pas. Le deuxième homme était plus fort. Il avait des cicatrices sur le visage et une attitude qui faisait peur. Cet homme s'appelait Colin. Il allait être le personnage principal d'un cauchemar qui allait durer des années. « Vous avez percuté notre voiture », a accusé le policier le plus grand en montrant l'arrière de la voiture comme s'il avait découvert un crime très grave. « Regardez ce que vous avez fait, petite fille inattentive. » Julie regarda dans la direction qu'il lui indiquait. Elle chercha anxieusement tout dommage qu'elle pourrait voir. Il n'y avait rien. Pas une égratignure, pas une marque, pas une goutte de boue hors de l'endroit où elle aurait dû être. Le pare-choc était en bon état, mais les policiers semblait remarquer quelque chose qu'elle ne voyait pas. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle était confuse et effrayée. Elle n'avait jamais eu d'ennui auparavant. Elle n'avait jamais été réprimandée aussi sévèrement par un adulte. Et elle n'avait certainement jamais pensé que jouer sous la pluie pouvait être mal. Je ne voulais pas faire de mal, dit-elle d'une voix faible et tremblante. Elle serra la balle plus fort contre sa poitrine. Elle avait l'impression que cet objet familier pouvait l'aider à se protéger de la colère qui grandissait autour d'elle. Je voulais juste récupérer ma balle. Je suis désolée d'avoir touché la voiture, mais je n'ai rien abîmé. La pureté de sa voix et l'honnêteté de ses grands yeux effrayés auraient dû toucher le cœur de n'importe quel adulte. N'importe qui aurait vu une enfant s'amusant sous la pluie. Cette personne aurait probablement souri en voyant la scène. Elle aurait peut-être aidé l'enfant ou simplement continué son chemin. Il y avait quelque chose de mauvais derrière l'action des deux policiers. Cela a transformé un moment innocent d'enfance en un début de tragédie. Cette tragédie allait changer à jamais la vie de toute une famille. Tu sais ce qui arrive aux enfants qui cassent les affaires des autres? La voix de Colin résonna dans la rue mouillée. Il avait une façon de parler qui semblait autoritaire. Il utilisait cette façon de parler comme une arme. Ses mots étaient destinés à effrayer. Chaque syllabe qu'il prononçait avait pour but de faire peur. Nous devons vous emmener au poste, petite. Vous comprendrez qu'il ne faut pas casser les affaires des autres. La menace était palpable, froide et impitoyable, tandis que Julie essayait de comprendre ce qui se passait. Dans son esprit d'enfant, elle ne comprenait pas comment un simple effleurement pouvait être qualifié de destruction. Elle ne comprenait pas non plus comment un simple jeu pouvait devenir un crime. Le partenaire de Colin, un policier grand et moustachu, croisa les bras et prit une posture qui semblait menaçante. Les dommages à la propriété publique sont une affaire sérieuse, ma petite. Que tu sois une enfant ou non, cela n'a aucune importance. Ces mots étaient comme des pierres lancées contre le cœur sensible de Julie. Chaque accusation la rendait plus confuse et effrayée. Tu vas devoir assumer la responsabilité de tes actes. Tes parents devront également payer une lourde amende. Peut-être que cela vous permettra de mieux éduquer cette petite fille. La méchanceté dans sa voix était évidente. Cette méchanceté semblait s'intensifier à mesure que la peur grandissait dans les yeux de l'enfant. Julie se mit à trembler. Ce n'était pas seulement à cause de la pluie froide qui mouillait sa robe jaune. Elle avait peur comme elle n'avait jamais eu peur auparavant. C'était une peur très forte et très ancienne. C'était le genre de peur qui apparaît lorsqu'un enfant se rend compte qu'il est seul. Il voit que les adultes, qui sont censés prendre soin de lui, ont décidé de lui faire peur. Ses petites mains serrèrent très fort la balle rouge. Ses jointures blanchirent. Elle pensait que la balle pourrait l'aider à se protéger de la colère et des difficultés qui l'entouraient. « S'il vous plaît, je n'ai rien cassé », parvint-elle à dire d'une voix très faible, comme si elle allait s'arrêter à tout moment. « Je jouais juste avec ma balle. Je ne voulais rien faire de mal. » C'est alors que Manon, la mère de Julie, apparut à l'entrée de la maison. Elle était en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit des voix fortes dans la rue. Elle décida alors d'aller voir ce qui se passait. Ce qu'elle vit la surprit beaucoup. Sa petite fille était trempée par la pluie. Elle était entourée de deux policiers. Ils semblèrent poser des questions à une criminelle et non parler à une enfant. Manon était une femme forte. Elle avait élevé Julie avec beaucoup d'amour pendant que Ramon était en mission militaire. En voyant sa fille dans cette situation, son cœur se serra. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle en se précipitant vers le groupe. Ses pantoufles claquaient sur le sol mouillé. « Pourquoi parlez-vous ainsi à ma fille ? Votre fille a cassé des biens publics, madame, dit Colin d'un ton autoritaire, tout en montrant à nouveau le pare-choc nettoyé de la voiture de police. Elle a percuté notre voiture et elle va devoir expliquer ce qui s'est passé. Dégrader des biens publics est un délit, quel que soit l'âge de la personne. Ces mots étaient comme des couteaux tranchant l'air. Chacun d'entre eux avait une intention malveillante, mais cela semblait être de la prudence professionnelle. Nous devons l'emmener au poste de police pour enregistrer ce qui s'est passé. Manon regarda la voiture. Elle chercha anxieusement un signe qu'elle était endommagée. Elle voulait comprendre
comprendre pourquoi ils étaient si en colère. Il n'y avait rien, pas une égratignure, pas une marque, pas même une trace de boue à l'extérieur. Il était clair que les policiers faisaient toute une histoire pour rien. Ils avaient appris une plaisanterie d'enfant et en avaient fait une affaire importante. « S'il vous plaît, messieurs, dit-elle d'une voix pleine d'une supplication qui aurait dû toucher le cœur de n'importe qui. Ce n'est qu'une fillette de 8 ans. S'il y a des dégâts, je paierai les réparations. Mais écoutez bien, votre voiture n'a pas subi de dommages. Elle s'amusait simplement sous la pluie. Ce n'est pas une question d'argent, madame, répondit le policier à la moustache grisonnante, d'un ton plus sévère. C'est une question d'organisation. Ces enfants doivent comprendre rapidement qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Si nous fermons les yeux aujourd'hui, demain, elles pourraient briser des vitres de voiture ou faire pire encore. La façon dont vous parliez trahissait une pensée dangereuse. Vous étiez prêt à blâmer les enfants et à transformer leur jeu en crime. C'est à ce moment-là que Colin fit quelque chose qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de Julie. Il poussa la fillette trop fort. Elle perdit l'équilibre et tomba à genoux dans la boue froide et sale du trottoir. La balle rouge lui échappa des mains et roula dans la rue. On aurait dit que même le jouet voulait fuir la situation dangereuse qui se déroulait sous leurs yeux. Julie baissa les yeux et vit sa robe jaune. C'était la robe que sa grand-mère avait confectionnée avec beaucoup d'amour. Elle était maintenant couverte de boue et d'eau sale. Ses chaussettes blanches étaient très sales. Ses genoux étaient écorchés et lui faisaient aussi mal que son cœur triste. Le choc de la chute n'était rien comparé au sentiment intense qu'elle avait ressenti en étant poussée par un adulte. C'était quelqu'un qui était censé prendre soin d'elle. Julie se mit à pleurer. Elle ne pleurait pas seulement parce qu'elle avait mal aux genoux écorchés ou parce qu'elle avait froid à cause de la boue sur ses vêtements. Elle pleurait parce qu'elle ressentait une douleur plus profonde. Cette douleur était celle de découvrir que le monde pouvait être cruel et injuste. Elle comprit que les adultes pouvaient être méchants sans raison. Elle comprit également que ceux qui ont le pouvoir peuvent faire du mal au lieu de protéger. Ses larmes se mêlèrent à la pluie qui tombait. Elles formèrent de petits chemins salés sur son visage. Elle resta là, à genoux dans la boue, essayant de comprendre pourquoi cela lui arrivait. « Julie !» appela Manon en courant pour aider sa fille à se relever. Sa voix était un mélange de colère et de désespoir. Cela n'arrive qu'à une mère qui voit son enfant être traité injustement. Comment osez-vous pousser une enfant? Vous êtes fou. Elle tendit la main à Julie pour l'aider à se relever. Elle essuya la saleté sur le visage de la fillette avec ses mains. Tout en faisant cela, elle lui dit des mots doux pour la calmer. Elle sentait sa propre colère monter en elle comme une tempête. Les policiers semblaient sourire de la situation effrayante qu'ils avaient provoquée. Colin croisa les bras et regarda la mère et sa fille. Il sourit d'un air cruel qui révélait sa véritable nature, même sous son uniforme. « Maintenant, vous allez apprendre à respecter ceux qui commandent, dit-il d'une voix qui trahissait sa satisfaction. Cette fille doit venir avec nous pour expliquer ce qu'elle a fait. » Julie, toujours effrayée et en larmes, regarda les policiers avec des yeux qui n'avaient plus l'innocence d'il y a quelques minutes. À ce moment-là, quelque chose de très important changea en elle. La confiance totale que les enfants ont envers les adultes fut remplacée par une peur intense et durable. Elle découvrait à ses dépens que tous les adultes n'étaient pas gentils. Elle comprenait aussi que tous ceux qui portaient un uniforme n'étaient pas des héros. Parfois, l'injustice se cachait sous l'apparence de l'autorité. À l'intérieur de la voiture se trouvait Ramon. C'était un homme qui avait de nombreuses responsabilités. À 35 ans, il était devenu l'une des personnes les plus respectées de l'armée américaine. C'était un général qui avait obtenu son poste après de nombreuses années d'efforts, de sacrifices personnels et grâce à ses compétences militaires qui impressionnaient même ses supérieurs. Sa peau bronzée par ses nombreux voyages à l'étranger contrastait avec ses yeux clairs. Ses yeux montraient qu'il était très intelligent et qu'il avait une forte volonté. L'uniforme de soldat qu'il portait était très beau. Toutes ses médailles brillaient et chaque détail était soigné. Cela montrait la fierté qu'il éprouvait à aider son pays et à prendre soin de sa famille grâce à son travail. Ramon venait de rentrer d'une mission très difficile au Moyen-Orient. Il y était resté 3 mois. Pendant cette période, il avait coordonné des opérations de paix dans une région très conflictuelle. Pendant tout ce temps, le manque de son foyer était son compagnon constant. Le sourire de Julie, les câlins chaleureux de Manon et le sentiment d'être en famille lui manquaient. Cela arrivait après de longues journées passées à planifier des opérations militaires et à faire face à des problèmes difficiles dans une zone de guerre. À chaque instant de libre, il regardait la photo qu'il avait dans son portefeuille. La photo montrait Julie souriante dans sa robe jaune. Elle tenait le ballon rouge qu'il lui avait offert pour son dernier anniversaire. Cette image l'aidait à traverser les jours les plus difficiles. Elle lui rappelait pourquoi il
il était important de se battre et de faire des efforts. Lorsque la Jeep s'est arrêtée devant la maison de Ramon, il s'attendait à être accueilli avec joie et festivité. Il avait apporté des cadeaux pour Julie. C'était des chocolats spéciaux qu'il avait achetés à l'aéroport. Il avait prévu de passer les prochains jours à faire des choses agréables pour sa famille, car il avait été loin d'eux pendant longtemps. En sortant de la voiture, il vit quelque chose qui lui fit s'arrêter le cœur. Cela transforma toute sa joie en une colère intense et protectrice. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, même lors des combats les plus difficiles qu'il avait menés. Sa fille était là, c'était sa petite princesse. Elle était agenouillée dans la boue sale du trottoir, comme une voleuse humiliée devant tout le monde. La robe jaune qu'il connaissait si bien, celle que la grand-mère de Julie avait confectionnée avec amour, était mouillée et sale. Elle était devenue le symbole de l'injustice qui frappait sa famille. Les larmes qui coulaient sur le visage de Julie se mêlaient à la pluie. Elles formaient des traces de tristesse et de confusion sur ses joues d'enfant. Julie regardait les deux policiers avec un regard effrayé. Personne ne devrait voir une enfant de 8 ans ressentir cela. Manon était près de sa fille. Elle essayait avec acharnement d'essuyer la boue sur le visage de Julie. Pendant ce temps, Manon parlait aux policiers. Sa voix trahissait une grande inquiétude maternelle. Cette inquiétude était si intense qu'elle ressemblait à un cri puissant, même sans bruit, qui se propageait dans la rue. Ramon connaissait bien sa femme. Il savait quand elle essayait de rester calme dans une situation qui la rendait très nerveuse. Il pouvait sentir la tension dans ses épaules. Il voyait ses mains trembler légèrement tandis qu'elle touchait Julie. Il remarquait que sa voix devenait plus forte à chaque mot qu'elle adressait aux policiers. Ce qui faisait vraiment battre le cœur de Ramon comme un moteur de guerre, c'était l'attitude des deux policiers. Colin était immobile. Il avait les bras croisés et un sourire malveillant sur le visage. On aurait dit qu'il s'amusait de la douleur qu'il avait causée. Son partenaire avait l'air de quelqu'un qui savait tout, comme s'il pensait vraiment faire quelque chose d'important en effrayant une enfant qui ne pouvait pas se défendre. Tous deux affichaient une arrogance qui faisait de leurs uniformes, censés symboliser la protection et le service, des masques cachant une attitude arrogante et un mauvais usage du pouvoir. « Lâchez ma fille !» La voix de Ramon retentit comme un coup de tonnerre. Elle avait une force qui venait de son expérience de la guerre et des endroits où il avait commandé l'armée. Ce n'était pas seulement la voix d'un père en colère. C'était la voix d'un leader qui avait guidé des hommes dans des moments difficiles. Ce leader avait pris des décisions qui avaient changé l'avenir de pays. Il avait affronté des ennemis bien armés et n'avait jamais abandonné. Quand Ramon parlait ainsi, les soldats les plus expérimentés se redressaient immédiatement et lui prêtaient toute leur attention. Mais les deux policiers, ignorants et arrogants, ne comprirent pas tout de suite à qui ils avaient affaire. Le temps sembla s'écouler lentement lorsque Ramon s'avança vers le groupe. Les années qu'il avait passées à s'entraîner dans l'armée, associées à la colère d'un père qui veut protéger sa fille, formaient un mélange puissant. Cela faisait que chacun de ses mouvements révélait une puissance cachée. Il avait appris à contrôler sa colère pendant les combats. Il savait comment utiliser cette colère de manière positive et forte quand il en avait besoin. Mais en voyant sa fille humiliée de cette manière, toute la discipline qu'il avait apprise ne suffisait pas à contenir la forte émotion qui grandissait en lui. Colin a vu que la situation avait beaucoup changé avec l'arrivée de Ramon. Il a essayé de continuer à paraître effrayant. « Bonjour monsieur, vous devez rester calme. Votre fille a cassé quelque chose qui appartient à tout le monde et nous ne faisons que notre travail. » Mais il y avait quelque chose dans la voix du policier qui trahissait sa nervosité croissante. C'était une légère pause qui n'était pas là lorsqu'il parlait seulement à une femme et à un enfant. Ramon était un homme qui savait diriger. Il savait très bien comment utiliser son apparence et son intelligence pour contrôler les choses. Le partenaire de Colin recula naturellement. Ses yeux remarquèrent des choses que son esprit, habitué à voir le danger, avait perçues sans y penser. Il vit que Ramon avait une bonne posture militaire, comme quelqu'un qui se déplaçait avec précision. L'intensité du regard de Ramon montrait qu'il avait déjà vécu des moments bien plus risqués qu'une simple conversation dans la rue. « Monsieur, nous devons vous demander de rester à l'écart pendant que nous réglons cette situation, » dit-il. Mais sa voix n'avait pas la même assurance qu'il avait affichée auparavant en effrayant Julie et Manon. Ramon ne dit rien. Au lieu de cela, il se déplaça rapidement et avec précision, comme quelqu'un qui a été formé pour neutraliser efficacement et clairement les dangers. Son entraînement militaire lui avait appris que parfois, agir directement est la meilleure façon de communiquer. C'est particulièrement vrai lorsque vous avez affaire à des personnes qui n'écoutent pas la logique ou le respect élémentaire. Le coup de pied qu'il donna à Colin dans la poitrine était destiné à le faire tomber sans vraiment le blesser. Il l'a fait pour montrer sa force. Il a ainsi réussi à éliminer une menace et à montrer clairement qui était le chef dans cette situation. Le trajet jusqu'au poste de police
s'est déroulé dans le silence. Ce silence semblait indiquer que quelque chose de très grave allait se passer. Colin et son ami, désormais désarmés et un peu honteux, sont restés dans la voiture de police. Ils se déplaçaient avec précaution, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé dans la rue. Ramon conduisait son jeep militaire juste derrière. Manon était à ses côtés, tenant Julie sur ses genoux. La petite fille tremblait encore un peu. Sa robe jaune était tachée de boue. Ces taches témoignaient de l'humiliation qu'elle avait subie. Le bruit régulier des essuie-glaces sous la pluie créait une musique qui semblait magique. Cette musique accompagnait un groupe curieux qui se rendait à l'un des conflits les plus importants de la vie de chaque personne présente. Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat du 78e district de Brooklyn, l'agitation habituelle d'un mardi après-midi pluvieux semblait normale. Des policiers allaient et venaient. Les citoyens réglaient des questions importantes. L'activité était constante dans un endroit qui fonctionne jour et nuit. L'arrivée de ce groupe particulier allait changer la routine pour quelque chose de plus important. Le commissariat était un bâtiment en briques qui avait vu beaucoup de problèmes humains au fil du temps. Mais peu de ces problèmes étaient aussi chargés de tension et d'injustice que celui qui allait se produire à l'intérieur. Ramon entra dans le commissariat en portant Julie dans ses bras. Cette scène était très différente. Le général, qui était fort et imposant, prenait soin de sa petite fille avec tendresse. Elle tenait une balle rouge, comme si c'était un talisman contre toute la confusion et la peur qu'elle avait ressentie. Manon marchait à côté d'eux. Ses yeux brillaient de la colère d'une mère qui avait vu sa fille traitée injustement. Elle était également déterminée à faire payer les personnes qui avaient causé la souffrance de Julie. Le policier de service, un homme d'âge moyen aux cheveux blancs, avait 20 ans d'expérience dans diverses situations. Il leva les yeux de ses papiers lorsqu'il remarqua le groupe qui s'approchait. Au début, il avait l'air ennuyé par son travail. C'était juste un autre problème entre des civils et la police qu'il devait régler. Encore un après-midi perdu à écouter des plaintes et des réponses qui ne mèneraient probablement à rien. Mais quelque chose dans la façon dont Ramon tenait Julie et dans la tension palpable entre Colin et sa famille incita le détective à y regarder de plus près que d'habitude. « Je veux porter plainte contre ces deux policiers », dit Ramon. Sa voix était ferme, comme il avait appris à la rendre au fil des années passées à commander des troupes dans des moments difficiles. « Ils ont abusé de leur pouvoir. Ils ont intimidé et agressé ma fille de 8 ans sans raison valable. » Ses mots étaient clairs et directs. Il parlait comme quelqu'un qui a toujours l'habitude de donner des ordres. Il voulait que tout soit compris dès la première fois, sans laisser place à l'erreur. Julie, toujours assise sur les genoux de son père, regardait le commissariat avec de grands yeux. Elle essayait de comprendre tout ce qui se passait autour d'elle. L'endroit était nouveau et un peu effrayant. Les murs étaient gris. Les tables étaient en métal. Il y avait une odeur de café froid et de papier dans l'air. Tout cela contribuait à créer une atmosphère sérieuse. Elle se trouvait dans une situation difficile et ne savait pas comment elle était arrivée là. D'une voix basse mais claire, elle commença à raconter ce qui s'était passé. Elle raconta qu'elle s'amusait sous la pluie. Elle raconta que le ballon avait roulé et avait légèrement touché la voiture sans rien casser. Elle dit également que les policiers avaient réagi de manière très exagérée par rapport à ce qui s'était passé. C'est pendant qu'elle racontait cela de manière simple et sincère que Ramon a réalisé que sa patience était à bout. Entendre sa fille parler, avec des mots d'enfant, de l'injustice qu'elle avait subie, c'était comme recevoir plusieurs coups dans le cœur. Chaque mot qu'elle prononçait augmentait la colère de Ramon, la peur qu'elle avait ressentie lorsque les policiers avaient crié, la confusion d'être accusée d'avoir cassé quelque chose qui n'était pas cassé et la honte d'avoir été poussée dans la boue faisaient grandir sa colère. Il sentait cette colère comme une force puissante en lui. Ce qui est arrivé à ma fille est totalement inacceptable. La voix de Ramon résonna dans le commissariat. Beaucoup de gens ont arrêté ce qu'ils faisaient et ont regardé le groupe. 2 grands policiers ont effrayé, menacé et frappé une enfant de 8 ans pour un délit qui n'avait même pas été commis. Ce n'est pas le travail de la police. C'est un abus de pouvoir et je ne laisserai pas cela impuni. Ces mots avaient la force de quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté et suivi. C'était quelqu'un dont les ordres pouvaient faire bouger des troupes et changer le cours d'une bataille. Le commissaire commença à se rendre compte qu'il était confronté à un problème plus compliqué qu'il ne le pensait. La façon dont Ramon parlait, son comportement et la précision de ses gestes montraient qu'il n'était pas une personne ordinaire venant porter une plainte normale. La présence de Ramon incitait les gens à le respecter et à lui prêter attention. Il avait une autorité naturelle qui allait au-delà de la situation dans laquelle il se trouvait. « Monsieur, dit le délégué en essayant d'être sérieux, j'ai besoin que vous me donniez votre nom complet afin que nous puissions enregistrer ce qui s'est passé. » C'est à ce moment-là que Ramon décida de faire quelque chose qui allait tout changer. D'un geste doux et assuré, il a sorti sa carte de soldat de la poche de son uniforme et l'a posée sur le bureau du délégué. « Je suis le général Ramon Garcia de l'armée des États-Unis, a-t-il déclaré. Sa voix trahissait non seulement
l'autorité d'un père en colère, mais aussi l'importance de l'un des plus hauts grades de l'armée américaine. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui avec ma fille n'est pas seulement un abus de pouvoir, c'est une atteinte à la dignité d'une famille qui sert ce pays avec honneur et dévouement. Ces paroles eurent un effet immédiat et puissant dans le commissariat. Les conversations s'arrêtèrent brusquement, comme si quelqu'un avait éteint une radio. Les policiers qui marchaient dans les couloirs s'immobilisèrent. Certains se sont arrêtés si brusquement qu'ils semblaient figés sur place. Le commissaire, qui avait pris le portefeuille de Ramon presque sans réfléchir, le regardait maintenant avec surprise. Il vérifiait et revérifiait les documents comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Colin et son ami, qui jusqu'à présent avaient adopté une attitude provocante, semblaient maintenant plus petits. Leurs expressions passèrent rapidement de la fierté à une grande peur. L'information selon laquelle ils avaient affaire à un général de l'armée changea rapidement la perception de tous quant à la gravité de la situation. Il ne s'agissait plus seulement d'une plainte d'un citoyen lambda contre des policiers. C'était désormais une question qui touchait à l'honneur des soldats. Elle affectait également la dignité d'une famille au service du pays. Le genre de problème qui pouvait avoir un impact bien plus important que le commissariat de Brooklyn. Le commissaire comprenait que tout ce qu'il dirait à partir de ce moment-là serait très important. Il savait que chaque choix qu'il ferait pourrait avoir un impact non seulement sur les personnes directement liées à l'affaire, mais aussi sur l'image de son groupe et même sur sa propre carrière. Colin, qui était très arrogant et qui était à l'origine de toute cette histoire, tremblait maintenant de toutes ses forces. L'homme qui avait poussé une fillette de 8 ans dans la boue par pure méchanceté était maintenant confronté aux conséquences de ses actes. Il se rendait compte qu'il avait choisi la mauvaise famille pour essayer de faire peur. Il ne comprenait pas la force à laquelle il s'attaquait en utilisant son pouvoir de manière aussi odieuse et injustifiée. Les jours qui ont suivi la bagarre au poste de police ont été riches en événements. Ces événements ont montré le pouvoir et l'influence que Ramon avait acquis au cours de son passage dans l'armée. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir un titre ou une position. C'était le résultat de nombreuses années de travail dans l'armée. Au cours de cette période, il s'était forgé une réputation de respect et avait prouvé qu'il était bon dans son travail. Il avait ainsi gagné la confiance de ses supérieurs et de ses subordonnés grâce à ses actions qui donnaient de bons résultats. Lorsqu'un général de l'armée américaine estime qu'un problème doit être réglé, les rouages du système se mettent en marche rapidement et efficacement. Cela peut être surprenant, voire effrayant pour ceux qui se trouvent dans une situation difficile. Ramon n'a pas eu besoin de crier, de proférer des menaces ou d'utiliser la peur pour obtenir ce qu'il voulait. Il a plutôt utilisé quelque chose de beaucoup plus puissant, l'influence politique et la force des institutions qu'il avait acquises au fil de ses années de travail acharné. Ses appels ont été passés de manière polie, comme toujours. Cependant, chaque personne qui a répondu a immédiatement compris la gravité de la situation. Quand un général de l'armée dit que sa fille de 8 ans a été blessée et humiliée par des policiers qui ont abusé de leur pouvoir, ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est quelque chose qui touche à l'image des forces armées et au respect des familles qui se consacrent au service du pays. L'enquête qui a suivi a été menée avec beaucoup de soin, comme une opération militaire. Chaque aspect de l'affaire a été examiné avec attention. Chaque personne qui a vu quelque chose a été entendu. Chaque geste de Colin et de son ami a été étudié par des supérieurs qui comprenaient désormais qu'ils étaient confrontés à une situation qui pouvait avoir des conséquences importantes. Au-delà du 70e district, les enregistrements des caméras de sécurité de la rue ont été demandés et examinés. Ils ont montré exactement ce que Julie avait dit. Un enfant jouait innocemment sous la pluie. Il a légèrement touché le pare-choc de la voiture de police sans causer aucun dommage extérieur. Les deux policiers ont réagi de manière très excessive. La pression exercée par Ramon ne venait pas seulement d'une institution. Il s'agissait également d'une pression morale et éthique. Il n'utilisait pas seulement son poste pour se venger. Il défendait une règle importante. Cette règle stipule que les personnes qui doivent protéger et aider la société ne peuvent pas utiliser leur pouvoir pour effrayer et humilier des innocents, en particulier des enfants. Toutes les conversations qu'il a eues avec des personnes importantes ont porté sur ce principe. Cela a fait de l'affaire Julie un exemple de la nécessité pour les forces de police d'être responsables et de changer leur méthode de travail. L'enquête sur Colin et son collègue a eu un effet psychologique très fort et négatif. Ils sont passés du statut de prédateurs sûrs d'eux, se sentant protégés par la force de leur uniforme et l'absence de sanctions antérieures, à celui de cible d'une attention rigoureuse. Cette attention a mis en évidence non seulement ce qu'ils avaient fait ce jour-là, mais aussi de nombreux comportements douteux qu'ils avaient accumulés tout au long de leur carrière. C'était comme si une lumière vive
avait mis en évidence des zones d'ombre qu'il préférait cacher. Cette lumière a révélé une mauvaise utilisation du pouvoir qui n'avait pas été remarquée ou qui avait été ignorée par des supérieurs qui ne voulaient pas de problème. La décision de renvoyer Colin et son collègue de la police a été prise si rapidement que même Ramon en a été surpris. En général, les procédures disciplinaires contre les policiers peuvent prendre des mois, voire des années. Cela s'explique par la complexité des règles et par les politiques syndicales et les lois qui protègent les policiers. Mais lorsqu'il existe des preuves claires que quelque chose de grave s'est produit, lorsqu'il y a une forte pression politique et lorsque le résultat est un scandale qui peut ternir la réputation de toute une institution, les décisions peuvent être prises très rapidement. Moins de 2 semaines après les faits, Colin et son partenaire ont été licenciés. Leurs carrières dans la police ont pris fin de manière triste et dans la honte publique. Mais Ramon ne savait pas qu'en réparant une injustice, il déclençait sans le vouloir quelque chose de bien plus dangereux. Colin n'était pas seulement un policier corrompu, c'était un homme à l'ego fragile et à la tendance violente. Cette violence s'était développée au fil de nombreuses années d'impunité. Il ne pensait pas que son renvoi de la police était une conséquence juste de ses actes. Pour lui, c'était une humiliation difficile à accepter et qui exigeait vengeance. Dans son esprit, il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Il pensait avoir simplement eu la malchance de choisir la mauvaise famille à menacer. Sa façon erronée de penser l'a amené à blâmer Ramon et Julie pour sa chute. Il ne voulait pas accepter que la faute lui incombait pour ses propres actes. Le partenaire de Colin, bien que responsable de ce qui s'était passé, a réagi différemment lorsqu'il a été expulsé. Il a compris, au moins en partie, qu'il avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. Il a laissé son pouvoir influencer sa façon de penser sur ce qui est bien et mal. Colin avait une forte influence sur lui. Cela lui a rendu difficile de dire non quand ils ont commencé à parler de rendre l'appareil et de se venger. Colin semblait avoir un don particulier pour jouer sur les insécurités et les ressentiments des gens. Il arrivait à les rallier à ses plans de vengeance. La dispute qui a éclaté entre Colin et les autres policiers renvoyés était due à un mélange de colère, de honte et à l'idée erronée qu'ils étaient traités injustement. Ils se retrouvaient dans des bars sombres à la périphérie de la ville. Là, ils racontaient comment ils avaient été trompés par le système qu'ils avaient aidé. Ainsi, ils créaient une histoire différente. Dans cette nouvelle histoire, ils étaient les véritables victimes. Ramon apparaissait comme le méchant qui avait utilisé son pouvoir militaire pour détruire des carrières innocentes. Les réunions pour se défouler ont peu à peu changé. Elles sont devenues des réunions de planification. Les idées de vengeance sont devenues de véritables plans d'action. Colin s'est imposé comme le leader de ce groupe de personnes expulsées. Il n'était ni le plus intelligent ni le meilleur, mais sa colère était très forte et son désir de vengeance était sincère. Il avait la capacité de rassembler le ressentiment du groupe et de le transformer en action. Il savait capter la frustration de chacun et la transformer en une force unie contre la famille qu'il considérait comme responsable de sa chute. Ramon avait utilisé son pouvoir pour détruire la vie d'autres personnes. Il était maintenant temps de lui montrer que ses actions avaient des conséquences qui allaient bien au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer. L'idée qui germa dans l'esprit de Colin et de ses acolytes n'était pas seulement de se venger. Ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient encore faire du mal et causer de la souffrance, même sans les vêtements qui les protégeaient auparavant. Ils voulaient que Ramon comprenne que certains ennemis sont plus dangereux lorsqu'ils quittent leurs fonctions. En effet, ils perdent alors les règles qui accompagnent la responsabilité de leur poste. Cependant, ils conservent les connaissances et les ressources acquises au fil des années. C'était une mauvaise idée, mais très humaine, car ils voulaient une récompense et la reconnaissance de leur pouvoir. Les semaines qui suivirent l'expulsion de Colin et de ses amis de la police se déroulèrent dans un calme apparent. Ce calme cachait les problèmes qui surgissaient dans la vie de la famille Garcia. Ramon reprit ses activités militaires avec joie. Il pensait avoir corrigé une injustice. Il croyait que le problème était résolu pour toujours. Ainsi, sa famille pourrait vivre en paix. Julie, quant à elle, se remettait lentement de ce qui s'était passé ce jour-là sous la pluie. Elle recommençait à jouer dans la rue, mais avec la prudence d'une enfant qui a appris, de manière très difficile, que le monde n'est pas toujours un endroit sûr et juste. L'école primaire où Julie étudiait était un bâtiment en briques rouges, typique de Brooklyn. Elle était entourée d'une clôture métallique basse et d'arbres qui offraient de l'ombre pendant la récréation. C'était un endroit qui devait inspirer la sécurité et l'apprentissage. Là, des enfants d'origines différentes se réunissaient pour explorer le monde à travers les livres, les jeux et le soutien attentionné d'enseignants dévoués. Julie avait trouvé dans cette école un refuge. Là, elle pouvait redevenir une enfant. Le problème avec les policiers semblait lointain. Cela ne lui revenait à l'esprit que parfois, dans des cauchemars qui la réveillaient la nuit. À ces moments-là, elle cherchait le réconfort de ses parents. C'était un jeudi ensoleillé. Les feuilles des arbres commençaient à jaunir à cause de l'automne. C'est ce jour-là que Colin et ses amis ont décidé de faire le premier pas vers leur vengeance. Ils passèrent des semaines à observer la route
routine de la famille Garcia. Ils étudièrent les horaires de Ramon. Ils cartographièrent également les trajets que Julie effectuait entre la maison et l'école. Ils identifièrent les moments où la famille était la plus vulnérable et où ils pourraient en tirer profit. C'était un plan minutieux qui révélait la détermination et la méchanceté qui se cachaient derrière leurs actions. Il montrait comment les informations dont dispose la police peuvent être utilisées à mauvais escient et se transformer en crime lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains. Le moment qu'ils ont choisi était très bien choisi. C'était à la fin de la journée d'école. Julie marchait seule dans les derniers pâtés de maison qui la séparaient de chez elle. Elle portait son sac à dos rose et la même balle rouge que lors de l'incident précédent. C'était un chemin qu'elle avait déjà emprunté de nombreuses fois. C'était un trajet tellement familier qu'elle ne regardait pas les voitures qui passaient ni les gens qui marchaient sur les trottoirs. Son esprit d'enfant était occupé par les devoirs de mathématiques qu'elle devait faire. Elle pensait également à l'émission de télévision qu'elle voulait regarder après le dîner. Colin attendait dans une camionnette sombre garée à 2 pâtés de maison de la maison de Julie. Il regardait dans le rétroviseur. Il voyait la fillette s'approcher calmement et prudemment, comme si elle avait longuement réfléchi à ce moment. À côté de lui se trouvait un autre policier qui avait également été renvoyé. C'était un homme nerveux qui se demandait encore s'il voulait vraiment faire partie de ce plan. Il s'était laissé convaincre par les paroles fortes de Colin et par la promesse que tout cela ne serait qu'une mise en scène. L'idée était de montrer à Ramon qu'il pouvait encore influencer sa vie. Lorsque Julie s'approcha du van, la porte latérale s'ouvrit doucement. 2 mains la tirèrent à l'intérieur avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait. La balle rouge roula sur le trottoir. Elle était abandonnée. Cela montrait silencieusement que l'innocence était en train d'être blessée à cet instant. Elle a essayé de crier, mais une main lui a couvert la bouche. Ses yeux se sont écarquillés de peur lorsqu'elle a reconnu Colin. C'était l'homme qui l'avait poussée dans la boue ce jour-là, qui avait changé sa vie à jamais. « Salut, petite princesse », a dit Colin avec un sourire malveillant qui rendait son visage encore plus effrayant. « Tu te souviens de moi? Nous allons parler de la façon dont ton père a ruiné ma vie. » Sa voix trahissait une rage cachée et une joie malsaine. Il semblait savourer chaque instant de la peur qu'il lui inspirait. Julie essaya de bouger, mais sa force d'enfant de 8 ans était bien faible face à 2 hommes adultes qui la maintenaient fermement. Une camionnette se dirigea vers la zone industrielle de Brooklyn. Là, il y avait des hangars désaffectés et des entrepôts vides. Ces lieux formaient un labyrinthe. Le labyrinthe était idéal pour cacher des choses qui devaient rester à l'abri de la curiosité des gens. Le hangar que Colin choisit était fait de métal plié. Il avait autrefois abrité une petite usine de pièces électroniques, mais il était vide depuis de nombreuses années. Les fenêtres étaient cassées et ne laissaient entrer que quelques rayons de soleil. Cette lumière dessinait des motifs étranges sur le sol en béton couvert de poussière et de saleté. Julie s'assit sur une chaise en plastique au milieu de l'entrepôt. Ses mains étaient attachées avec une corde que Colin avait apportée à cet effet. Elle ne pleurait plus. La peur avait dépassé les larmes. À présent, elle se sentait figée à l'intérieur. Ses yeux étaient fixes et sans vie. Elle regardait tout autour d'elle. Elle voulait comprendre comment elle était arrivée dans cette situation étrange. Le hangar résonnait à chaque bruit. Sa respiration semblait plus forte. L'endroit était devenu un espace rempli des échos de sa propre peur. « Maintenant, on va appeler ton papa », dit Colin. Il sortit un téléphone portable de sa poche, comme s'il s'amusait beaucoup de la scène qu'il avait créée. On va voir si l'important général de l'armée se sent toujours aussi fort quand il apprendra que sa fille chérie est entre nos mains. Il composa le numéro qu'il avait obtenu grâce à des amis qu'il avait encore dans la police. Ses amis étaient également en colère, mais n'avaient pas le courage de s'impliquer directement dans ses actions de représailles. L'appel fut pris dès la 2e sonnerie. La voix de Ramon à l'autre bout semblait normale. Il semblait s'attendre à un appel ordinaire concernant l'armée ou la famille. « Allô ?» Sa voix changea radicalement lorsque Colin se présenta. Elle ressemblait à celle d'un père qui se rend compte rapidement qu'un danger menace sa famille. « Où est ma fille ?» La question sortit comme un cri contrôlé. Elle contenait toute la force d'un militaire et le désespoir d'un père que Ramon avait réussi à exprimer en seulement 4 mots. « Votre fils est en sécurité, pour l'instant », répondit Colin, savourant chaque mot comme s'il s'agissait d'une boisson spéciale. « Mais cela peut changer très rapidement, selon votre degré de coopération. Général, vous avez utilisé votre pouvoir pour détruire nos emplois. Vous n'avez pas pensé aux conséquences, n'est-ce pas? Il n'avait pas pensé que certains hommes n'acceptaient pas d'être maltraités sans riposter. » Sa voix trahissait une satisfaction qui faisait mal, comme si chaque mot était une petite vengeance. Ramon fut très triste lorsqu'il comprit bien la situation dans laquelle il se trouvait. Toute son expérience dans l'armée, toutes ses compétences en matière de commandement et toute son autorité ne faisaient aucune différence lorsque sa fille était entre les mains d'hommes qui n'avaient plus rien et qui, par conséquent, n'avaient plus peur de rien. Il avait déjà vécu une situation similaire dans des zones de guerre. Dans ces endroits, des personnes malveillantes utilisaient
utilisait des innocents comme boucliers. Mais il n'aurait jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver en Amérique, que sa propre famille soit menacée. « Que voulez-vous » demanda Ramon en essayant de garder une voix calme. Pendant ce temps, son esprit élaborait déjà plusieurs stratégies. Il réfléchissait à la manière de localiser l'appel, de rassembler des ressources et d'analyser les options d'attaque. Derrière tout ce travail sérieux se cachait le cœur angoissé d'un père. Il était prêt à tout pour protéger sa fille. Il était même prêt à renoncer à tout ce qu'il avait acquis au cours de sa vie. La nuit qui a suivi le premier enlèvement de Julie a été l'une des plus longues et des plus difficiles de la vie de Ramon. Chaque minute semblait durer une éternité. Chaque seconde était remplie de pensées sur ce que sa fille pouvait endurer entre les mains d'hommes si cruels. L'accord qu'il avait conclu avec Colleen, consistant à annuler la loi qui avait renvoyé les policiers corrompus, le préoccupait. Il ressentait un poids énorme en lui. Cependant, lorsqu'il s'agissait de la sécurité de Julie, il était prêt à renoncer à toutes ses valeurs et à toutes ses règles pour s'assurer qu'elle rentre à la maison et qu'elle soit en sécurité. La libération de Julie s'est déroulée exactement comme Colin l'avait prévu. Elle a été déposée dans un coin bondé du centre de Brooklyn. Julie était effrayée, mais indemne. Elle s'est précipitée dans les bras de Ramon. Sa course montrait qu'elle était aussi soulagée qu'elle était encore effrayée. L'étreinte qu'ils se sont données à ce moment-là était très émouvante. C'était le soulagement intense d'un père qui retrouvait sa fille. Ce soulagement se mêlait à la colère intense de savoir qu'elle avait été utilisée dans un jeu de pouvoir qu'il avait lui-même commencé. Il ne comprenait pas bien les conséquences que cela pouvait avoir. Mais Ramon n'était pas un homme qui s'effrayait facilement. C'était le cas même lorsqu'il recevait des menaces contre sa famille. Pendant son service militaire, il avait appris que céder au chantage ne faisait que pousser les gens à faire davantage de chantage. Il avait constaté que montrer sa faiblesse à ses ennemis ne faisait que les inciter à mettre davantage de pression. Après s'être assuré que Julie était en sécurité chez elle, entourée des gardes du corps qu'il avait engagés, Ramon décida d'agir. Il savait que ce choix pouvait lui causer de sérieux problèmes, mais il estimait qu'il était important de montrer que sa famille ne serait pas à la merci de criminels qui lui en voulaient. L'appel qu'il passa à Colin 2 jours après la libération de Julie fut très froid. L'ancien policier ne s'attendait pas à ce ton. « J'ai changé d'avis », dit Ramon. Sa voix ne trahissait aucune émotion, aucune peur, aucun doute. « Je ne vais annuler aucune loi. Vous avez menacé ma famille et c'est une erreur que vous regretterez toute votre vie. » Il n'a pas fait de discours grandiloquent. Il a fait une promesse sérieuse, celle d'un homme qui a décidé que la guerre était déclarée. Il était prêt à se battre avec tous les moyens dont il disposait. La réaction de Colleen a été très violente, comme Ramon l'avait prévu. L'ancien policier n'était pas du genre à accepter facilement que l'on remette en cause son autorité. Lorsqu'il a découvert qu'il avait été trompé par quelqu'un qu'il pensait contrôler, il a perdu tout contrôle. Il était tellement en colère qu'il en oublia toute logique. « Tu m'as trahi !» s'écria Colin au téléphone. Sa voix était déformée par la rage. « Nous avions un accord. Tu as laissé ta fille libre parce que tu m'avais promis de faire ce que je te demandais. » Ramon avait déjà raccroché. Colin se retrouva à parler tout seul. Sa colère semblait résonner dans un espace vide. Cela ne faisait qu'augmenter son désir de vengeance. Colin réfléchit longuement à sa réponse. Il pensa que la violence était le seul moyen de communication que Ramon comprendrait. Dans les semaines qui suivirent la trahison de Ramon, Colin et ses amis élaborèrent un plan plus audacieux et plus risqué que l'enlèvement précédent. Cette fois-ci, ils ne voulaient pas seulement effrayer ou menacer, ils voulaient détruire définitivement la volonté de Ramon de se battre. Ils voulaient lui montrer qu'ils avaient le pouvoir et la force de transformer sa vie en une souffrance constante, jusqu'à ce qu'il accepte complètement ce qu'il lui demandait. L'enlèvement de Ramon eut lieu un mardi pluvieux. Cette situation fit remarquer à tout le monde l'ironie de la situation. On aurait dit que le temps voulait faire des comparaisons poétiques avec le jour où toute cette tragédie avait commencé. Ramon sortait d'une réunion au Pentagone. Il a été arrêté par des hommes qui se sont présentés comme des agents des forces de l'ordre. Ils lui ont montré des documents qui semblaient authentiques, ce qui l'a rendu moins méfiant. Il n'a réalisé qu'il était tombé dans un piège qu'une fois à l'intérieur de la voiture. Les papiers étaient très bien falsifiés. Les hommes qui l'entouraient n'étaient pas des agents des forces de l'ordre, mais des mercenaires engagés par Colin. Colin avait payé ces hommes avec l'argent qu'il avait obtenu grâce à des amis qu'il s'était fait lorsqu'il était un policier corrompu. Le voyage vers le désert du Nevada a duré 14 heures. Pendant ce temps, Ramon a reçu des médicaments qui le maintenaient éveillé et conscient, mais l'empêchaient de se battre ou de se défendre. Lorsqu'il s'est vraiment réveillé, il s'est rendu compte qu'il était attaché à une chaise en métal. Il se trouvait au
milieu d'un endroit triste qui semblait infini. Il y avait du sable et des pierres partout, et le soleil tapait fort. La chaleur rendait l'air tremblotant. Chaque respiration était difficile, comme s'il luttait contre la soif. Colin était assis sur une pierre, un peu à l'écart. Il regardait Ramon avec la joie de quelqu'un qui a enfin obtenu ce qu'il voulait le plus. L'ancien policier avait beaucoup changé depuis son renvoi quelques semaines plus tôt. Son apparence était plus sauvage. Ses yeux brillaient d'une lueur qui montrait qu'il avait vécu quelque chose d'irréversible. « Bienvenue dans mon bureau pour un certain temps, général, dit-il d'un ton moqueur et malveillant. J'espère que vous aimez la décoration. J'ai choisi cet endroit parce que personne ne vous entendra crier. C'est aussi un bon endroit si vous ne voulez pas qu'on retrouve votre corps, si vous continuez à être têtu. » Le passage à tabac qui suivit fut très planifié et cruel. Il ne devait pas laisser de blessures permanentes. Le but était de briser la volonté de Ramon de se battre en utilisant la douleur et l'humiliation. Colin avait appris à poser des questions pendant ses années dans la police. Il utilisait maintenant ses connaissances pour faire mal aux gens. À chaque coup, il lui demandait s'il voulait les aider. Chaque douleur physique était accompagnée de menaces à l'encontre de Julie et Manon. Ces menaces lui faisaient plus mal que les blessures qu'il ressentait. Lorsque Ramon finit par s'évanouir, Colin le laissa attaché à la chaise sous le soleil du désert. Il réfléchit au temps qu'il faudrait pour que le manque d'eau et la chaleur lui enlèvent ses forces, sans pour autant mettre sa vie en danger. C'était une forme de torture qui combinait la douleur physique et mentale. Il utilisait l'environnement hostile du désert comme une arme supplémentaire contre la volonté de Ramon. Lorsque Ramon se réveilla quelques heures plus tard, il avait les lèvres sèches de soif et la peau brûlée par le soleil. Colin était de nouveau assis sur la même pierre, comme s'il n'avait pas bougé de là pendant tout ce temps. « Maintenant que tu as eu le temps de réfléchir à ce qui se passe, dit Colin d'un ton calme qui semblait plus effrayant que n'importe quel cri, tu es peut-être prêt à agir de manière plus sensée. Tu diras publiquement que tu as fabriqué de fausses preuves contre moi et mes amis. Tu prétendras que tu as utilisé ton poste militaire pour nous persécuter injustement, et tu garantiras que nous sommes totalement innocents de toutes les accusations. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Cela ressemblait à une proposition, mais c'était en fait un ordre. Ramon, souffrant de douleurs intenses, assoiffé et terrifié à l'idée de ce qui pourrait arriver à sa famille s'il ne se rendait pas, se retrouva dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Il avait construit toute sa vie sur des valeurs d'honneur et d'honnêteté. Mais maintenant, ces mêmes valeurs semblaient être des choses coûteuses qu'il ne pouvait pas avoir, car la sécurité de sa famille était en danger. D'une voix rauque et étrange, il dit ce que Colin voulait entendre. « D'accord, je ferai ce que vous demandez. » C'était une capitulation qui lui faisait plus mal que n'importe quelle blessure. C'était une défaite qui touchait à ce qu'il était, tant en tant qu'homme qu'en tant que soldat. Le retour de Ramon à New York fut une humiliation, différente des autres fois où il était rentré chez lui après une mission. Cette fois-ci, il n'avait pas son uniforme impeccable et la satisfaction d'une mission honorable, mais seulement les vêtements sales d'un homme brisé, avec des blessures visibles qui n'étaient rien à côté des cicatrices invisibles de son âme. Chaque kilomètre du trajet lui rappelait la douleur d'avoir trahi ses convictions, passant d'un général respecté à un homme vaincu qui avait cédé au chantage pour sauver sa propre vie. En arrêtant le taxi devant sa maison à Brooklyn, Ramon hésita avant de sortir, se demandant comment il allait affronter sa famille après ce qui s'était passé. Les fenêtres de la maison brillaient d'une lumière dorée qui était accueillante, mais qui accentuait désormais l'obscurité intérieure qu'il ressentait. Il savait que Manon et Julie l'attendaient, probablement inquiètes de son absence prolongée, et devoir les affronter après avoir cédé totalement aux exigences de Colin était presque insupportable. La porte s'ouvrit avant qu'il n'arrive, et Julie courut vers lui, comme une enfant qui a manqué son père. « Papa !» cria-t-elle en se jetant dans ses bras avec tant de force qu'elle faillit le renverser, sa joie pure contrastant avec son état sombre. Son étreinte était pleine d'amour inconditionnel, sans jugement, juste le bonheur sincère d'une fille qui retrouvait son héros. Manon arriva peu après et remarqua les signes de violence sur Ramon, les ecchymoses sur son visage, les coupures sur ses mains et la façon dont il bougeait avec douleur. Au-delà des blessures physiques, elle remarqua quelque chose dans ses yeux, une défaite spirituelle étrange chez l'homme fort et déterminé qu'elle avait épousé. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle, sa voix exprimant son inquiétude et son amour, ainsi qu'une intuition maternelle qui percevait un changement fondamental chez son mari. Ramon a tenté d'expliquer ce qui s'était passé, mais ses mots étaient confus, chargés d'une honte inédite. Comment expliquer qu'il avait été kidnappé, torturé et contraint de faire des promesses contraires à ses convictions? Comment admettre qu'il avait cédé aux exigences de criminels parce qu'il n'avait pas réussi à résister? Le récit qu'il articulait était fragmenté et douloureux. Chaque détail partagé le rabaissait encore plus. C'est lors de cette confession difficile que quelque chose d'étonnant commença à se produire. Ramon reçut un amour et un soutien inattendus, qui dépassèrent ses attentes quant à la réaction de sa
famille face à sa défaite, au lieu du jugement ou de la déception. Julie, dans son innocence, grimpa sur ses genoux et caressa doucement les ecchymoses sur son visage, comme si ses doigts pouvaient guérir à la fois les blessures physiques et la douleur émotionnelle. « Papa, dit-elle avec le sérieux d'une personne plus mûre que ses 8 ans, tu m'as toujours dit que parfois, les gens font des choses qu'ils ne veulent pas faire pour protéger ceux qu'ils aiment. Tu as fait ça pour me sauver, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient simples, mais ils contenaient une sagesse émotionnelle qui transcendait la complexité morale de la situation et touchait ce qui importait vraiment. Elle ne voyait pas un homme qui avait failli à ses principes, mais un père qui avait sacrifié sa fierté pour protéger sa famille. Manon les serra tous les deux dans ses bras, formant un cercle de protection et d'amour qui semblait guérir toutes les blessures, quelle que soit leur profondeur. « Tu n'as pas apporté cette culpabilité tout seul, » affirma-t-elle d'une voix assurée et réconfortante. « Ce qui s'est passé ou ce que tu as fait ne change pas qui tu es pour nous. Tu es notre héros, car tu te bats pour nous protéger, même au prix de sacrifices. » Ces paroles ont guéri l'âme de Ramon, lui rappelant que la valeur d'un homme ne réside pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans le fait de se relever après être tombé. À ce moment de fragilité et d'affection familiale, la porte s'ouvrit, laissant apparaître les compagnons militaires de Ramon, des hommes qui avaient servi sous son commandement lors de diverses missions et qui le respectaient comme un supérieur, un ami et un mentor. Le colonel Martinez, le major Thompson et le sergent Rodriguez avaient remarqué la longue absence de Ramon et, inquiets, étaient revenus vérifier si sa famille allait bien. Ils ont trouvé un homme affaibli, mais entouré d'un amour qui commençait à lui redonner des forces. « Général », a déclaré le colonel Martinez, conservant son titre même dans l'informalité, « nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais nous savons que vous traversez une épreuve difficile. Nous savons que vous n'avez pas à affronter cela seul. » Ces paroles reflétaient des années d'amitié militaire, de combats communs et de confiance mutuelle forgée dans des situations critiques. « Si des ennemis menacent votre famille, ils sont aussi nos ennemis. » Le major Thompson acquiesça, ses yeux reflétant la détermination d'un soldat qui avait vu Ramon commander dans des situations extrêmes. « Monsieur, j'ai été témoin de vos capacités lorsque vous vous êtes battu pour vos convictions. Il est temps de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de se battre seul. Nous avons les ressources, l'expérience et la loyauté. Si votre famille est en guerre, comptez sur nous pour vous aider à gagner. » Ces mots n'étaient pas seulement des paroles de soutien, mais un rappel que Ramon avait des alliés prêts à se battre à ses côtés. Le sergent Rodriguez, toujours direct, alla droit au but. « Général, je ne sais pas à quel chantage ou à quelle menace vous êtes confronté, mais je sais que les criminels ne respectent que la force. S'ils pensent pouvoir vous intimider, vous et votre famille, pour toujours, ils se trompent. Il est temps de leur prouver qu'ils se sont attaqués à la mauvaise famille. » Sa voix reflétait la certitude d'un vétéran qui a compris que certaines batailles ne peuvent être gagnées qu'avec un engagement total. Entouré de l'amour de sa famille et de la loyauté de ses compagnons, Ramon a connu un changement fondamental. La honte du voyage de retour s'est transformée en une détermination renouvelée, alimentée non seulement par sa propre force, mais aussi par celle de ceux qui l'aiment et le respectent. Il a réalisé qu'il avait mal interprété la situation, la considérant comme un combat personnel à mener seul, alors qu'il s'agissait en réalité d'une guerre qu'il pouvait gagner avec des alliés et des ressources adéquates. « Vous avez raison », a-t-il déclaré, sa voix retrouvant l'autorité et la détermination que ces hommes connaissaient. « Je pensais comme une victime, pas comme un soldat. Il est temps d'arrêter de réagir et de commencer à définir les règles du conflit. » Les mots sortirent avec conviction, comme si chaque syllabe reconstituait son identité de leader et de protecteur. « Colin et ses alliés ont eu tort de penser qu'ils pouvaient utiliser ma famille contre moi pour toujours. Il est temps de leur prouver qu'ils avaient complètement tort. » La trahison de Ramon envers Colin pour la deuxième fois a frappé les bas-fonds de Brooklyn comme un coup de poing au visage, affectant tous les anciens policiers expulsés. Colin, qui avait passé beaucoup de temps à planifier l'humiliation de Ramon dans le désert, fut choqué de voir que sa victime avait retrouvé son courage et décidé de le défier publiquement, ce qui blessa son ego et son besoin de contrôle. La rage accumulée après la trahison le rendait destructeur, lui faisant perdre toute rationalité et le transformant d'un homme rongé par le ressentiment en un prédateur incontrôlable, déterminé à répondre à Ramon par une violence extrême. Pendant 3 semaines après la déclaration de Ramon selon laquelle il n'obéirait pas à l'accord, Colin et ses alliés ont surveillé la maison de la famille Garcia comme des prédateurs. Ils ont cartographié les routines, identifié les schémas de déplacement, étudié les horaires des gardes de sécurité engagés par Ramon et analysé les points vulnérables à exploiter. La maison était une structure de 2 étages, située à Brooklyn, avec un garage où Ramon gardait sa collection de motos sportives qui reflétait sa passion pour la vitesse et son succès professionnel après des années de dévouement militaire. Pour Ramon, les motos étaient
Plus que des véhicules, chacune d'entre elles avait une histoire, un souvenir. La Harley-Davidson noire était un cadeau qu'il s'était offert pour sa promotion au grade de major. La Kawasaki vert citron avait été achetée pour célébrer la naissance de Julie. La Ducati rouge était un rêve d'adolescent devenu réalité lorsqu'il était devenu général. Elles étaient soigneusement rangées dans le garage, reflétant la valeur qu'il accordait à ses biens, chacune polie et en parfait état, symbolisant des années d'efforts et de sacrifices transformés en biens de beauté et de puissance. L'attaque a eu lieu tôt le matin, un vendredi, alors que la ville dormait sous la brume, laissant les rues silencieuses et sombres. Colin avait choisi le bon moment, sachant que les gardes de Ramon seraient moins vigilants en raison de la fatigue du travail de nuit et de la routine répétitive, créant ainsi des opportunités pour ceux qui savaient en profiter. Lui et ses complices se sont approchés de la propriété en silence, utilisant des techniques d'infiltration acquises dans la police à des fins destructrices. La neutralisation des gardes de sécurité a été brutale, témoignant de l'expérience militaire et du manque total de scrupules des assaillants. Ils n'ont pas été éliminés, mais rendus incapables d'intervenir ou d'alerter pendant les minutes cruciales dont Colin avait besoin pour se venger. Les gardes de sécurité ont été retrouvés ligotés et inconscients, mais vivants, ce qui montre que Colin contrôlait ses pulsions violentes, même si cela indiquait qu'il était de plus en plus enclin à la violence. L'incendie s'est déclaré à plusieurs endroits du garage, une technique que Colin avait apprise lors d'enquêtes sur des incendies criminels au cours de sa carrière dans la police. Il a appliqué avec précision un accélérateur liquide autour des motos, sachant comment le feu se propagerait, comment les flammes passeraient d'un objet à l'autre et comment la chaleur transformerait le métal en lambeaux méconnaissables. La première allumette a été le début d'une guerre incontrôlable. Les flammes, comme animées d'une vie propre, ont consumé les motos, les outils, l'équipement et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les explosions des réservoirs d'essence des motos ont résonné dans le quartier comme des coups de tonnerre, réveillant les familles et allumant les lumières dans les fenêtres de la rue. Les explosions ont généré des boules de feu qui ont illuminé la nuit comme un soleil orange, créant un spectacle de destruction hypnotisant et terrifiant. La chaleur du garage était si forte qu'on la sentait à des kilomètres, réchauffant l'air nocturne et rendant la respiration difficile. Ramon s'est réveillé avec l'odeur de la fumée qui entrait par les fenêtres de sa chambre, une odeur chimique qui a déclenché ses instincts de survie acquis lors de son expérience militaire. En ouvrant les yeux, il a sauté du lit et s'est précipité vers la fenêtre. Ce qu'il vit le choqua. Son garage était en feu, les flammes atteignant le ciel et formant une colonne de fumée noire qui se déplaçait contre les étoiles. « Désolé, je ne peux pas vous aider. Désolé, mais je ne peux pas vous aider. Sortez de la maison maintenant. » Sa voix se démarqua du bruit des flammes et des explosions, montrant l'autorité de quelqu'un qui sait agir rapidement en cas de crise. Il savait que les flammes allaient bientôt sortir du garage et que la chaleur et les fragments incandescents allaient former de nouveaux foyers d'incendie, pouvant atteindre la maison principale. Une seconde d'hésitation pouvait faire la différence entre s'échapper en toute sécurité ou rester piégé dans le feu et la fumée. L'évacuation fut chaotique et effrayante. Ramon portant Julie dans ses bras, tandis que Manon courait à côté, tous luttant contre la fumée qui s'engouffrait par les fenêtres et les portes. Les flammes se propagèrent rapidement du garage au toit de la maison, consumant les murs extérieurs comme des langues de destruction qui se transformaient en combustible pour leur avancée. La chaleur brûlait la peau même à une certaine distance, obligeant la famille à s'éloigner de la maison tout en regardant impuissante la destruction de tout ce qu'elle avait construit. Julie et Manon ont été blessées par des fragments brûlants lors de leur fuite, du métal en fusion et des étincelles ont brûlé leurs vêtements, laissant des marques sur leurs bras et leurs visages. Les blessures, bien que non mortelles, étaient suffisamment graves pour provoquer une douleur incessante et laisser des cicatrices en souvenir de cette nuit de terreur. Pour Julie, traumatisée par son enlèvement précédent, ces nouvelles blessures étaient une souffrance supplémentaire qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à endurer. Les pompiers sont arrivés 40 minutes après le début de l'incendie, mais la destruction était déjà totale. Le garage n'était plus qu'une structure calcinée remplie de restes de motos de grande valeur, et la maison principale était tellement endommagée par le feu et la fumée qu'elle devait être démolie avant toute rénovation. Pendant que les pompiers luttaient contre les flammes, Ramon restait dans la rue, serrant sa famille blessée dans ses bras, voyant des décennies d'efforts et de souvenirs se transformer en cendres et en débris qui allaient brûler pendant des heures. Le lendemain matin, la lumière intense révélait les débris fumants de ce qui avait été la maison de la famille Garcia. Ramon se tenait debout parmi les décombres encore chauds, ses vêtements sentant la fumée, regardant les restes carbonisés de ses motos, désormais réduits à des formes méconnaissables de métal et de plastique. Chaque morceau qu'il voyait parmi les débris, un guidon de Harley,
un fragment du réservoir de la Ducati, les restes de la plaque d'immatriculation de la Kawasaki, étaient une douleur supplémentaire dans son cœur, lui rappelant la valeur perdue et les souvenirs que ces objets symbolisaient. Ce qui lui brisait vraiment le cœur, c'étaient les bandages sur les bras et le visage de Julie et Manon, preuve que Colin avait franchi une ligne, rendant ce conflit plus grave et plus dangereux. À ce moment de douleur, parmi les ruines de sa vie passée, Ramon prit une décision qui allait changer le conflit qui déchirait sa famille depuis des mois. Il comprit que ses précédentes tentatives pour résoudre la situation par des moyens conventionnels avaient échoué, car il avait affaire à des personnes qui ne respectaient pas les normes de comportement civilisé. Colin et ses alliés étaient des criminels violents qui ne comprenaient que le langage de la force décisive. Il utilisa son téléphone militaire pour composer un numéro qui reliait au Pentagone, dont seuls quelques généraux connaissaient les codes d'autorisation. La conversation avec le général Harrison, figure influente du militarisme américain, s'est déroulée avec la précision et l'urgence typique des communications militaires de haut niveau. Ramon a relaté les événements qui ont conduit sa famille à être attaquée par d'anciens policiers, désormais terroristes nationaux, qui menaçaient non seulement la sécurité d'une famille de militaires, mais créaient également un dangereux précédent pour quiconque oserait défier la corruption policière. Général Harrison, dit Ramon, avec l'autorité que lui conféraient ses années de service, j'ai besoin d'une autorisation pour mener une opération de sécurité nationale contre des terroristes qui menacent la sécurité des militaires et de leurs familles. La réponse fut rapide, témoignant du sérieux avec lequel le commandement militaire prenait les menaces contre ses familles et du respect que Ramon avait acquis au cours de sa carrière. En moins de 48 heures, il obtint l'autorisation d'une opération militaire et des ressources telles qu'une unité de 20 soldats d'élite, des équipements de communication et de surveillance modernes, ainsi que la possibilité d'utiliser tous les moyens nécessaires pour neutraliser Colin et son groupe. La réponse, habituellement réservée aux menaces internationales, visait désormais des criminels qui avaient attaqué une famille de militaires. La préparation de l'opération militaire a été menée avec la précision qui caractérise les meilleures traditions des forces armées américaines. Pendant 20 jours, la maison temporaire de Ramon s'est transformée en une forteresse discrète, surveillée par des soldats en service 24 heures sur 24, qui utilisaient des équipements de communication pour rester en contact permanent avec les bases militaires. Les soldats étaient vêtus de vêtements civils et utilisaient des véhicules non identifiés, ressemblant à des agents de sécurité privés, mais les observateurs attentifs pouvaient remarquer la discipline et le professionnalisme typique des militaires d'élite. Ramon et ses conseillers militaires ont élaboré un profil psychologique et opérationnel de Colin et de ses alliés, en utilisant des renseignements militaires pour cartographier leurs mouvements, identifier leurs associés, analyser leurs comportements et prévoir leurs réactions en cas de confrontation. L'étude a révélé un groupe d'hommes de plus en plus isolés, paranoïaques et violents, déconnectés des normes sociales et obsédés par la vengeance. Il était clair qu'ils ne mettraient pas fin à leurs activités de leur plein gré, et qu'une solution pacifique était impossible tant que Colin exercerait son influence sur le groupe. Le plan d'opération approuvé par les chefs militaires était simple, mais très efficace. Il avait un grand pouvoir d'impact. Ramon s'adresserait directement à Colin. Il lui proposerait un accord final. Cet accord serait considéré comme une chance pour les deux parties de régler leurs différends de manière pacifique. Ainsi, il n'y aurait plus de violence ni de vengeance. Le lieu choisi serait un endroit où les militaires pourraient se positionner en toute sécurité sans être vus. Cela permettrait aux négociations de se poursuivre jusqu'au moment opportun pour agir avec détermination. C'était un piège, mais un piège qui donnait à Colin une dernière chance de se rendre calmement avant que des méthodes plus sévères ne soient utilisées. Le coup de téléphone que Ramon passa à Colin était empreint d'une tension palpable pour les deux hommes. « Colin », dit Ramon d'un ton qui trahissait sa fatigue et son envie de discuter. « Cette dispute dure depuis trop longtemps. Ma famille a souffert, ma maison est détruite et tu as obtenu ce que tu voulais, me couvrir de honte et me faire souffrir. Mais maintenant, nous devons trouver un moyen d'en finir avant que quelqu'un ne soit vraiment blessé. » Ces mots étaient choisis avec soin pour flatter la fierté de Colin et aussi pour le pousser à prendre soin de lui-même. Il disait que Ramon était presque prêt à se rendre définitivement, mais il suggérait également que la situation devenait trop dangereuse pour continuer ainsi longtemps. Colin a reçu l'appel avec un mélange de victoire et de méfiance. Cela montrait à quel point il était prudent et son expérience d'ancien policier. Une partie de lui voulait croire qu'il avait réussi à faire renoncer
dénoncer Ramon pour de bon. Il pensait que l'incendie avait été le dernier coup de pouce nécessaire pour que Ramon se rende totalement. Une autre partie de son esprit, celle qui avait appris à percevoir les dangers lorsqu'il travaillait dans la police, restait attentive à la possibilité que Ramon tente de le tromper. « Tu as appris que tu ne peux pas me défier sans conséquence, » répondit Colin, la voix pleine d'une satisfaction malveillante. « Mais pourquoi devrais-je te croire maintenant, après toutes les fois où tu m'as trompé ?» La conversation qui s'ensuivit fut un jeu psychologique difficile. Les deux hommes essayaient de se contrôler mutuellement. Ils cherchaient également à déceler des signes de mensonge ou des intentions cachées. Ramon utilisa toute son expérience des négociations de guerre pour convaincre Colin qu'il était vraiment vaincu. Il dit qu'il était prêt à conclure n'importe quel accord nécessaire pour protéger sa famille qui était encore avec lui. Il parla des blessures de Julie et Manon. Il parla également de son épuisement émotionnel et du fait qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus lutter contre quelqu'un qui était prêt à recourir à autant de violence. Tous les mots ont été choisis pour que Colin se sente important et fort. Colin, quant à lui, a imposé des règles pour la réunion qui montraient son inquiétude exagérée et sa confiance en lui grandissante. Il a demandé que la rencontre ait lieu dans un endroit neutre, loin de la ville. Ainsi, il serait sûr de ne pas être pris par surprise par la police ou l'armée. Il a également demandé à venir avec ses propres gardes du corps. Il voulait établir des règles de communication qui lui permettraient d'annuler la réunion à tout moment s'il pensait qu'il s'agissait d'un piège. Il voulait se venger, mais il restait prudent. Il savait qu'il était risqué de faire entièrement confiance à Ramon, même s'il pensait être en position de force. La forêt de Woodstock, située dans le comté d'Ulster, a été choisie comme lieu de la bataille finale. En effet, cette forêt est isolée et son terrain présente des avantages et des inconvénients pour les deux camps. C'est dans ce décor que le conflit allait enfin prendre fin. Les arbres centenaires formaient comme les colonnes d'un grand théâtre. Les feuilles formaient un toit vert qui laissait entrer la lumière du soleil de fin d'après-midi. Cela créait des jeux d'ombre et de lumière qui donnaient à la forêt un aspect magique. La beauté de la nature était très forte et se mêlait à la tension dangereuse qui régnait entre les vieux arbres. Ramon arriva à l'endroit convenu 1 heure avant l'heure prévue. Il n'était ni anxieux ni nerveux. Son expérience dans l'armée lui avait appris que bien connaître les lieux avant une opération pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Il parcourut la zone dégagée qu'il avait choisie. Il observait comme un chef expérimenté. Il repéra les endroits où il pourrait se mettre à l'abri. Il trouva également des issues qui pourraient être utilisées et des endroits qui aideraient les tireurs ou les observateurs. Il considérait chaque arbre, chaque pierre et chaque trou dans le sol comme faisant partie du combat qu'il savait inévitable. Peu importait que les conversations soient rapides et superficielles. Les soldats d'élite choisis pour cette mission étaient déjà en place depuis plusieurs heures. Ils s'étaient camouflés dans la forêt avec l'habileté incroyable qui caractérise les meilleures troupes américaines. Ils portaient des appareils de camouflage modernes qui les rendaient presque invisibles, même pour des personnes bien entraînées. Ils communiquaient à l'aide de radios silencieuses. Ainsi, ils pouvaient travailler ensemble sans émettre aucun signal susceptible d'être détecté. Tous les soldats avaient étudié des cartes de la région. Ils se souvenaient des plans prévus pour différentes situations. Ils avaient également reçu des ordres sur le moment et la manière d'agir en fonction de ce qui se passerait. Colin est arrivé à l'heure pour le rendez-vous. Il était très ponctuel en raison de son ancienne discipline de policier. Cependant, son apparence était très différente après des mois passés à vivre comme un criminel. Ses yeux brillaient d'une manière qui montrait qu'il était très loin de la normale. Il semblait incapable de faire marche arrière. Ses mouvements étaient nerveux, comme s'il était toujours à l'affût de dangers qui pouvaient être réels ou simplement le fruit de son imagination. Il avait amené avec lui 2 anciens policiers qui étaient toujours fidèles à son désir de vengeance. Ces hommes partageaient le même ressentiment, mais semblaient moins convaincus que s'attaquer à un général de l'armée était une bonne idée pour l'avenir. Les 13 hommes que Colin avait engagés pour assurer sa sécurité supplémentaire formaient un groupe différent. C'étaient des vétérans de l'armée qui n'avaient pas bonne réputation, d'anciens détenus qui savaient se battre et des voyous qui avaient accepté ce travail uniquement pour l'argent et non par amitié ou par engagement envers Colin ou sa cause. Ils se déplaçaient dans la forêt avec l'habileté de personnes habituées aux situations dangereuses. Cependant, ils n'avaient pas la cohésion ni la discipline qui caractérisent un véritable groupe militaire. Chaque mercenaire était armé et prêt à recourir à la violence, mais ils agissaient seuls au lieu de travailler ensemble. Cette différence allait s'avérer très importante dans les événements qui allaient suivre. La rencontre entre Ramon et Colin au milieu de la clairière était pleine de tension. C'était comme si l'air était chargé d'électricité à cause de la dispute qu'ils avaient eue pendant des mois. L'hostilité entre les 2 hommes avait beaucoup augmenté. Ramon avait une posture de soldat parfaite. C'était normal pour lui, car il avait servi pendant de nombreuses années. Cependant, ses yeux ne restaient pas immobiles. Il regardait toujours autour d'eux, évaluant les menaces potentielles. Il calculait également les distances et les angles
faible qui pourrait être important si la situation venait à s'aggraver rapidement. Colin semblait très confiant. Il essayait de cacher son inquiétude. Il regardait toujours par-dessus son épaule, à la recherche de signes de problèmes ou de pièges. « Tu as enfin décidé d'être plus raisonnable », dit Colin d'une voix pleine de satisfaction, qui montrait à quel point il appréciait ce qu'il considérait comme sa victoire sur un homme qui avait tenté de mettre fin à sa vie. « J'espère que tu as compris que certaines actions ont des conséquences plus importantes que tu ne le penses. » Ces mots étaient destinés à rabaisser et à effrayer. C'était une dernière tentative pour obtenir une satisfaction émotionnelle d'un homme qu'il considérait comme responsable de tous ses problèmes personnels et professionnels. Ramon répondit calmement. Il semblait savoir comment gérer les situations difficiles. Il avait affronté des ennemis bien pires que lui dans des combats à travers le monde. « Je suis ici pour en finir une bonne fois pour toutes », dit-il. Sa voix était dénuée d'émotion, mais elle dégageait une autorité qui fit même Colin hésiter un instant. « Parlons de choses qui nous aideront à continuer nos vies. » À l'intérieur, il comptait les secondes jusqu'à ce que son équipe soit prête pour la dernière partie de la mission qui avait été soigneusement préparée. C'est à ce moment-là que Colin a montré à quel point il était arrogant et déconnecté de la réalité. Il a fait des demandes très étranges qui montraient qu'il était de plus en plus imbu de lui-même. « Je veux 600 000 $ pour ce que tu m'as fait subir », a-t-il dit, comme s'il s'adressait d'égal à égal à un commandant de l'armée. « Je veux que toutes les lois et règles que vous avez établies contre les policiers comme nous soient totalement annulées. Je veux que vous demandiez votre démission du poste de général. Vous devez déclarer publiquement que vous avez utilisé votre fonction pour persécuter des hommes qui n'ont rien fait de mal. » Chaque demande était plus absurde que la précédente. Cela montrait que cette personne n'avait plus aucune notion du bien et du mal. La réponse de Ramon fut rapide et claire. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà décidé ce qu'il voulait bien avant cette rencontre. « Vous n'obtiendrez pas un centime, » dit-il, sa voix transperçant l'air de l'après-midi comme un couteau. « Je n'abrogerai aucune loi qui protège des innocents contre des policiers qui commettent des actes répréhensibles. Je ne quitterai certainement pas le poste que j'ai obtenu après de nombreuses années de travail acharné. Je ne vais pas faire cela pour satisfaire les désirs de vengeance de personnes qui commettent des crimes. » Ces mots n'étaient pas un accord, mais une déclaration que la guerre était finie. Colin vit que sa stratégie de menace ne fonctionnait pas. Il se rendit compte qu'il commençait à perdre le contrôle. La colère qu'il ressentait, et qui avait toujours été derrière tout ce qu'il avait fait ces derniers mois, commença à refaire surface. « Alors tu as choisi l'option la plus compliquée, » dit-il en levant la main pour signaler à ses hommes et aux anciens policiers de se préparer à agir avec violence. « Il n'y aura pas de négociation, pas de seconde chance. Tu mourras ici, dans cette forêt. Ta famille l'apprendra que ton entêtement a causé ta perte. » Lorsque Colin donna le signal, Ramon attendait cela depuis longtemps. Ce fut le moment où l'apparence d'une négociation pacifique prit fin et où la véritable nature du conflit devint claire. Colin avait commis une grave erreur en ne tenant pas compte de la préparation et des ressources que Ramon avait réunies pour cette rencontre. Les soldats qui sortirent des arbres environnants ne se retrouvèrent pas face à un général seul et faible, mais face à une opération militaire très bien organisée. Cette opération avait été menée par des personnes expérimentés qui donnaient l'impression d'être inexpérimentés. Les soldats spéciaux sont sortis de leur cachette comme des ombres surgissant de la forêt. Leurs mouvements étaient précis, montrant qu'ils s'étaient entraînés ensemble pendant de nombreuses années et qu'ils avaient une véritable expérience du combat. En quelques secondes, chaque mercenaire et ancien policier a vu plusieurs armes militaires très précises. Les armes qu'ils avaient, fabriquées de manière improvisée, ressemblaient à des jouets à côté des armes professionnelles qui étaient pointées sur eux. L'avantage numérique que Colin pensait avoir disparu soudainement. Cet avantage n'était qu'une illusion, car il disposait d'informations incomplètes et d'un mauvais plan. L'arrestation de Colin et de ses amis dans la forêt de Woodstock se déroula rapidement et montra clairement la grande différence entre des criminels mal organisés et des soldats travaillant sous un commandement militaire très expérimenté. En moins de 10 minutes, toute résistance avait cessé. Ce n'était pas le résultat d'une attaque massive, mais de la supériorité organisationnelle des forces militaires. Toute tentative de lutte était donc inutile. Les hommes engagés par Colin, qui avaient l'habitude d'intimider des personnes non armées ou d'affronter des policiers ordinaires, étaient totalement démunis face à des soldats très bien entraînés. Ces soldats travaillaient ensemble à la perfection. Ils disposaient d'un équipement très moderne et d'une discipline qui faisait que chacun de leurs mouvements ressemblait à une musique militaire bien jouée. Colin a été arrêté, mais son visage montrait qu'il avait enfin compris la gravité de ses erreurs. Pendant des mois, il avait pensé qu'il affrontait un ennemi seul et faible.
C'était un père désespéré qui pouvait être effrayé et contrôlé par des menaces envers sa famille. Il a réalisé qu'il n'affrontait pas une seule personne, mais toute l'armée des États-Unis. Cette prise de conscience a été un choc qui a détruit toute sa confiance exagérée. Ses yeux, qui brillaient depuis longtemps de méchanceté et de désir de vengeance, ne montraient plus que la volonté de comprendre qu'il s'était engagé dans un combat qu'il ne pourrait jamais vraiment gagner. Le transport des prisonniers n'a pas suivi les règles normales utilisées pour l'arrestation de civils ou pour les arrestations effectuées par la police. Colin et ses amis étaient considérés comme des personnes susceptibles de causer des problèmes. Ils ont été qualifiés de menaces pour la sécurité du pays. Cette classification les plaçait sous le coup de la loi militaire et les privait totalement de leur droit d'être jugés par le système judiciaire ordinaire. Leurs droits ne leur ont pas été lus. Ils n'ont pas eu accès à des avocats. Il n'y a eu ni procédure de libération sous caution, ni audience avant le procès. Ils ont simplement été transportés rapidement et sans incident vers un lieu militaire spécial situé dans une zone gouvernementale. Dans cet endroit, les prisonniers considérés comme trop dangereux pour les prisons ordinaires étaient détenus pour une durée indéterminée sous haute sécurité. La prison militaire où ils ont été emmenés était un lieu qui n'apparaissait pas officiellement dans les documents publics. Il s'agissait d'un espace creusé sous terre pendant la guerre froide. Ce lieu avait été créé pour détenir les prisonniers qui s'opposaient au gouvernement et que celui-ci considérait comme dangereux pour la sécurité du pays. Les cellules étaient simples, mais convenables. Elles étaient conçues pour accueillir des personnes pendant de longues périodes. Elles étaient dépourvues de tout luxe, mais n'étaient pas non plus cruelles. C'était une situation confuse où des hommes qui avaient commis de graves erreurs étaient retirés de la société sans aucune annonce. Leur vie devenait des secrets du gouvernement qui seraient gardés pendant longtemps avec des informations confidentielles. Alors que Colin et ses amis disparaissaient dans le système militaire secret, Brooklyn a commencé à subir un changement social très important et attendu depuis longtemps par la population. Le départ de ce groupe d'anciens policiers corrompus, qui continuaient à agir comme un gang criminel même après avoir été renvoyés, a laissé un vide au sein des forces de l'ordre. Ce vide a rapidement été comblé par des policiers honnêtes qui exerçaient un contrôle plus strict. Le climat de peur et de menace qui régnait dans certaines parties du quartier depuis des mois a commencé à disparaître. Aujourd'hui, les gens ont le sentiment que la loi et l'ordre sont vraiment rétablis de manière durable. Pour la communauté noire de Brooklyn, qui avait été confrontée à beaucoup de violence et de malhonnêteté de la part de la police, comme l'ont montré Colin et ses amis, ce changement a été très important. Les jeunes qui, auparavant, n'osaient pas se rendre dans certaines rues ou se cachaient à l'approche des voitures de police, se sentent désormais plus en sécurité. Ils ont le sentiment, pour la première fois depuis de nombreuses années, qu'ils peuvent vivre dans leur quartier sans craindre d'être importunés ou de subir des violences gratuites. Les familles ont recommencé à laisser leurs enfants jouer dans la rue. Les commerces du quartier ont signalé une baisse de la criminalité. De plus, la vie dans la communauté s'est améliorée, et cela se voit immédiatement. Le courage et la détermination de Ramon et Julie ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle organisée par la mairie de New York. Cet événement a attiré l'attention de tout le pays et a fait de ce père et de sa fille des symboles de la lutte contre la corruption dans les institutions publiques. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la mairie. Cet endroit était très beau et décoré de drapeaux américains et militaires. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour assister à la reconnaissance officielle d'une famille. Cette famille s'était battue avec acharnement pour dénoncer et mettre fin à la corruption qui touchait la police de la ville. Julie, qui a aujourd'hui 9 ans et porte encore les traces visibles des brûlures qu'elle a subies dans l'incendie, se tenait aux côtés de son père avec une attitude qui a surpris tous les participants. Le maire, qui était un homme politique très expérimenté et connaissait l'importance de l'histoire de la famille Garcia, a prononcé un discours qui a été repris dans plusieurs médias du pays. Ce discours a fait que la situation a pris une dimension qui dépassait le simple problème entre deux personnes. Ramon et Julie Garcia incarnent le meilleur du courage américain, a-t-il déclaré d'une voix ferme, celle de quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il dit. Ils ont lutté contre la corruption, alors qu'il aurait été plus facile de se taire. Ils ont tenu bon, alors qu'il aurait été plus sûr d'abandonner. Au final, ils ont vaincu des forces qui auraient pu nuire non seulement à leur famille, mais aussi à toute notre communauté. Les applaudissements qui ont suivi votre discours ont été longs et sincères. Ils ont montré la gratitude d'une communauté qui s'était débarrassée d'un cauchemar qui durait depuis longtemps. La remise d'une nouvelle maison par la mairie n'était pas seulement un geste de solidarité. C'était une véritable tentative
tentative de rendre à la famille Garcia ce qu'elle avait perdu. L'intention était de lui donner la chance de recommencer sa vie dans un endroit sûr et agréable. La maison était située dans un endroit calme, loin des mauvais souvenirs de l'ancienne maison. Elle était équipée de nouveaux systèmes de sécurité qui protégeaient sans donner l'impression d'être enfermée. C'était un véritable foyer, pas seulement un endroit où séjourner temporairement. Elle a été conçue pour que la famille puisse vivre sans avoir peur en permanence, comme c'était le cas auparavant. Pour Julie, déménager dans la nouvelle maison était plus qu'un simple changement d'adresse. C'était le début d'un processus qui l'aidait à se sentir mieux dans sa tête. Cela lui a permis de commencer à retrouver confiance en les gens et l'espoir qu'il existe une justice et une sécurité. Les marques sur son corps resteraient comme des souvenirs des problèmes qu'elle avait traversés. Cependant, en éliminant le danger que représentait Colin, elle a commencé le long chemin pour redevenir une enfant normale. Désormais, elle pouvait jouer, rire et rêver sans la peur qui l'avait longtemps habitée. Manon, qui avait dû supporter le stress de voir son mari et sa fille attaqués par des personnes qu'elle ne pouvait pas affronter, pouvait enfin cesser d'être aussi vigilante. Cette attention constante était devenue une habitude pour elle pendant les mois de lutte. Les blessures de son corps était en train de guérir, mais le plus important était qu'elle voyait dans les yeux de sa famille que le pire était passé. Ils avaient réussi à traverser une période difficile qui aurait pu les détruire. Cependant, cela les avait rendus plus forts et plus unis. La nouvelle maison était devenue un lieu sûr. Là-bas, elle pouvait se concentrer sur son rôle d'épouse et de mère. Elle n'avait plus à s'inquiéter des dangers invisibles qui pouvaient surgir à tout moment. 6 mois de tranquillité ont transformé la vie de la famille Garcia en une routine normale. Aucun d'entre eux ne s'y attendait après tout ce qu'ils avaient vécu. La nouvelle maison est devenue un véritable foyer. Julie joue désormais dans le jardin sans regarder derrière elle. Ses rires joyeux s'échappent par les fenêtres ouvertes et résonnent comme une musique pour ses parents. Ils avaient presque perdu tout espoir de pouvoir entendre à nouveau leur fille rire. Manon avait repris ses tâches ménagères et ses sorties avec ses amis, ressentant une paix qui ne s'installe que lorsque l'on peut enfin se détendre après de longs mois d'inquiétude. Ramon pouvait se consacrer entièrement à son travail dans l'armée, sans être distrait par la peur qu'il arrive quelque chose à sa famille. La prison militaire spéciale où se trouvait Colin était considérée comme l'une des plus sûres du système de défense des États-Unis. Elle avait été spécialement conçue pour détenir des prisonniers dangereux pour la sécurité du pays. Ces prisonniers avaient les ressources, les connaissances ou la volonté suffisante pour tenter de s'échapper des prisons normales. Les multiples niveaux de sécurité comprenaient non seulement des barrières physiques, telles que des murs en béton, des clôtures électrifiées et des systèmes de caméras, mais aussi des règles visant à décourager les tentatives d'évasion. Cela se faisait par un isolement contrôlé et la suppression de toute possibilité de liberté. Ce système a bien fonctionné pendant de nombreuses années. Il permettait de tenir à l'écart des gens les prisonniers politiques, les espions étrangers et les terroristes nationaux. Le système a été un succès presque total. Colin n'était pas un prisonnier comme les autres. Le temps passé en détention n'avait pas diminué son désir de vengeance. Au contraire, le fait d'être seul et humilié pour avoir été capturé avait renforcé sa colère. Cette colère occupait désormais toutes ses pensées et chaque minute de sa vie. Passant beaucoup de temps seul dans sa cellule, il avait appris à connaître chaque recoin de sa prison. Il a observé le comportement des gardes. Il a également trouvé des failles dans les règles de sécurité. Il s'est lié d'amitié avec d'autres prisonniers qui avaient des compétences susceptibles de l'aider s'il voulait s'échapper. Son expérience d'ancien policier lui a appris à penser comme ceux qui l'avaient arrêté. En devenant criminel, il a pu apprendre des choses et accéder à des ressources qu'il n'avait jamais eues lorsqu'il travaillait officiellement. Son évasion est un bon exemple de planification minutieuse et d'opportunités bien saisies. Il a profité d'un moment de faiblesse lors du changement habituel des équipements de sécurité. Cela a perturbé certains des systèmes de surveillance les plus avancés de l'établissement, mais seulement pendant un certain temps. Colin a passé des semaines à observer et à apprendre les étapes à suivre pour ce transfert. Il a calculé exactement quand plusieurs systèmes seraient hors service en même temps pendant 17 minutes. Ce laps de temps était suffisant pour que quelqu'un qui connaissait bien les lieux passe les contrôles de sécurité et sorte avant que les alarmes ne se déclenchent. Elle n'a été découverte que le lendemain matin lors d'une vérification de routine. Elle a donc eu près de 8 heures d'avance avant que quelqu'un ne commence à la rechercher. À ce moment crucial, Colin a réussi à contacter des amis criminels qu'il s'était fait avant son arrestation. Ces hommes étaient eux aussi en colère contre le système. Ils voulaient aider Colin, non par amitié, mais parce qu'ils y voyaient une occasion de s'attaquer aux forces qu'ils considéraient comme oppressives. Ses nouveaux amis lui ont fourni non seulement un moyen de transport et des armes, mais aussi des informations détaillées sur l'endroit où se trouvait la famille Garcia
et sur ses habitudes. Ces informations ont été recueillies au cours de semaines d'observations minutieuses. L'attaque contre la nouvelle maison de la famille a eu lieu tôt le matin, un mardi, tout comme l'incendie qui avait précédé. Colin avait choisi de procéder ainsi intentionnellement. Ce choix montrait qu'il était obsédé par la symétrie. Il montrait également qu'il avait besoin de recréer les moments où il s'était senti puissant auparavant. L'invasion a été très violente. Elle reflétait tout ce que Colin avait appris au cours des mois passés avec des criminels plus dangereux et plus expérimentés que lui. En quelques secondes, les systèmes de sécurité de la maison ont été désactivés. Les portes ont été enfoncées et Ramon et Julie ont été immobilisés avant de pouvoir se défendre. Manon était dans la salle de bain lorsque l'attaque a commencé. Elle a réussi à échapper à la première vague parce que Colin ne s'intéressait qu'à son mari et à sa fille. Manon n'avait aucune importance dans son plan de vengeance. Sa présence aurait même pu compliquer la tâche de ses complices qui voulaient s'emparer des prisonniers qu'ils convoitaient vraiment. L'explosion qui a détruit la deuxième maison de la famille Garcia a été bien pire que l'incendie qui s'était déclaré auparavant. En quelques minutes, une maison solide s'est transformée en un tas de pierres et de feux visibles de loin. C'était une déclaration forte que Colin était de retour. Cette fois, il n'y aurait pas de place pour les négociations ou les accords. Le plan de Colin pour emmener Ramon et Julie en Alaska était sa forme de vengeance la plus forte. Il ne voulait pas seulement les éliminer, mais aussi les enfermer dans un endroit caché pendant de nombreuses années. Cet endroit était une prison secrète dont il avait entendu parler par des personnes travaillant en marge de la loi dans le Nord. Il s'agissait d'une prison privée contrôlée par un groupe de criminels. Il kidnappait des gens pour les forcer à travailler. Il gardait également certaines personnes pendant longtemps afin de les menacer ou de se venger. Pour Colin, l'idée que Ramon et Julie passent le reste de leur vie dans des conditions très difficiles, dans un endroit où personne ne pourrait les trouver, était la vengeance idéale. Il ne s'agissait pas seulement de les détruire, mais aussi de leur faire subir de grandes souffrances et de leur faire perdre tout espoir. Mais Ramon avait tiré les leçons du passé et mis en place des systèmes de sécurité bien plus efficaces que des alarmes classiques ou des gardes privés. Le bouton d'urgence qu'il avait réussi à actionner pendant les moments de confusion qui avaient suivi sa capture n'avait pas seulement alerté les policiers de la région. Il avait également rapidement envoyé les coordonnées du lieu et les codes d'urgence militaires à l'armée dans 3 États différents. En quelques minutes, non seulement des voitures de police, mais aussi des chars, des hélicoptères et des soldats très entraînés ont été appelés pour une mission de sauvetage. Cette mission était aussi importante que des opérations de combat dans des zones de guerre. Colin n'avait pas réalisé à quel point Ramon pouvait être utile lorsque sa famille était en danger.